Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Que dirait le général de Gaulle de la France de 2026 ? C'est une vraie question que nous pouvons nous poser ce matin à l'occasion de la sortie dans les salles de la bataille de Gaulle. L'âge de fer, un film, un long métrage, c'est le premier, il y en a deux, signé Antonin Baudry, l'un des films les plus attendus du cinéma français, très gros budget, avec Simon Abkarian pour incarner le général, je crois que c'est 70 millions d'euros le budget. Pour en parler ce matin, bonjour, non pas du film seulement, mais du général en 2026, bonjour Arnaud Tessier, bienvenue. Vous êtes historien, essayiste, auteur du très remarqué Charles de Gaulle, l'angoisse et la grandeur aux éditions Tempus, qui sort en poche, m'a-t-on dit. Demain, oui. C'est une preuve du succès. Quand un livre est décliné en poche, c'est que ça va bien. Bienvenue Arnaud Tessier. D'un mot, et vous nous appelez au 0826 300 300. Je prends vos appels dès que vous appelez. Arnaud Tessier, vous avez vu le film en avant-première, vous ? Oui, je l'ai vu, oui. Vous l'avez critiqué dans Le Point. Oui, sur le site du Point, j'ai fait une critique assez sévère. Et pourquoi ? Parce que ce n'est pas de Gaulle. D'abord, il y a des éléments historiques un peu curieux, mais je vais pas faire l'inventaire. C'est pas une histoire de bouton de guêtre, comme je dis, c'est des choses quand même assez lourdes. Et puis même... Un exemple de liberté avec l'histoire. Ah bah oui, c'est-à-dire que l'assassinat d'Arlan, c'est un jeune homme exalté, alors qu'en fait, il y avait un complot très élaboré. Il y a toute une histoire derrière l'assassinat d'Arlan. Il y a des curiosités. Vous évoquiez Churchill hors micro aussi. Oui, et puis surtout, on a l'impression que le De Gaulle, c'est un militaire qui déboule de nulle part. En mai 40, alors qu'il a toute une existence avant, il est connu, bien sûr. Il a publié des livres, le milieu politique le connaît. On ne voit pas du tout la période qui précède l'armistice, où il s'oppose à l'armistice, où il rencontre Churchill. Mais c'est surtout la vérité psychologique. Malgré le talent de l'acteur qui joue De Gaulle et qui par moment, Simon Abkarian, on voit qu'il a travaillé son rôle. Il y a des moments où il a la bonne intonation, le bon regard. Mais le texte ne va pas parce qu'on nous présente De Gaulle comme quelqu'un, une sorte de Don Quichotte. Alors c'est pas tout à fait il se bat pas tout à fait contre des moulins à vent, mais enfin, on nous présente une sorte de Don Quichotte, alors qu'en fait, De Gaulle est quelqu'un de très réaliste, qui croit sincèrement en 40, et c'est ça le sens du 18 juin 40, que la guerre sera gagnée par les Alliés, que les États-Unis entreront en guerre, que la guerre sera gagnée, mais il pense qu'il faut que la France fasse partie de ceux qui vont gagner. Donc il a une vision en réalité. Mais oui, il est très réaliste, De Gaulle. Il sait ce qu'il fait. Je vais prendre un premier appel, mais tout d'abord, première question, Arnaud Tessier. C'est un peu le propos ce matin. Que dirait le général De Gaulle de la France d'aujourd'hui? J'ai envie de vous dire, s'il revenait là, tiens, pour une semaine en France, là, enfin il y est toujours, mais quel serait selon vous son premier diagnostic? Qu'est-ce qu'il dirait le général De Gaulle? Je ne peux pas parler à sa place, mais je dirais qu'il ne serait pas surpris. Parce que même dans les mémoires d'espoir, dont il a engagé la rédaction peu de temps avant sa mort et qui n'a pas pu achever, il dit que le danger d'un retour au vieux système politique est possible. Donc il dirait, je pense, qu'avez-vous fait de ma 5e République, que j'ai mis tant de peine à construire? Et puis il dirait, vous êtes très affaibli intérieurement, donc comment pouvez-vous affronter les dangers extérieurs, parce qu'il serait très frappé aussi, finalement, du monde un peu démodé dans lequel nous vivons. Et il dirait aux Français, je ne vous comprends plus, peut-être. Je pense qu'il est... À l'inverse du discours d'Alger. Mais De Gaulle n'était pas si sévère envers les Français, il était sévère envers ceux qui les dirigeaient et qui oubliaient que la politique d'un pays, le gouvernement d'un pays, c'est un réalisme sans faille. Il parlait souvent, tout le temps, de la grandeur de la France, le général de Gaulle. Est-ce que ce mot a encore un sens aujourd'hui, ou du moins dans celui que le général imaginait, de ce pays qui était prospère, qui était capable d'être indépendant, de défier l'oncle Sam, si je puis dire, de se dire que l'Europe, non, ce n'est pas possible, ou l'OTAN, enfin peu importe. Qu'est-ce qu'il dirait le général aujourd'hui ? La grandeur pour De Gaulle, ce n'est pas une sorte d'exaltation rhétorique d'une puissance révolue. Pour De Gaulle, la grandeur, c'est l'ambition. De Gaulle considérait que les Français devaient être à la hauteur de la France, qu'ils n'étaient pas propriétaires de la France, qu'elle venait des tréfonds de l'histoire, qu'elle avait un avenir, parce qu'il se projetait toujours dans l'avenir. Et c'était ça, la vision de Gaulle. Il fallait être à la hauteur de la France, il fallait avoir une ambition nationale et tirer les Français vers le haut.
C'était ça l'idée de grandeur. C'était pas, encore une fois, une exaltation rhétorique, et ça reposait sur le courage de désigner le réel. Je crois que c'est surtout ça qui a fait la force de Gaulle. C'est ce qui fait le 18 juin 40, c'est ce qu'il fait en 58. Il nomme ce qu'il voit, il voit ce qu'il voit, comme disait Peggy. Il suffit pas de désigner ce qu'on voit, il faut voir ce que l'on voit. Il voyait le monde dangereux dans lequel la France entrait et l'Europe entrait, et pour cela, il voulait une Europe forte, politique, et pas simplement un marché commun étendu aux politiques. Et il voulait une alliance équilibrée avec les États-Unis, parce qu'il savait qu'un jour ou l'autre, les États-Unis étaient susceptibles de se désintéresser du continent européen. Donc c'est surtout, je crois, l'attachement au réel et à la désignation du réel qui fait la force de Gaulle. De fait, je rebondis sur ce que vous dites à l'instant, Arnaud Tessier. Je vous demande pas un commentaire d'ordre politique, mais plutôt historique, une sorte de transposition. Quand vous prenez l'actuel et lointain successeur, le président Emmanuel Macron, confronté à des périls, je pense notamment à la crise sanitaire ou la guerre en Ukraine, vous diriez qu'il y a quelque chose de comment dit-on, gaulliste, gaullien, dans je préfère gaulien. Gaulien, c'est mieux, Ouais, c'est mieux, c'est plus adapté d'ailleurs. Vous préférez donc gaulien dans l'attitude du président actuel, il y a quelque chose qui rappelle ce que fut la France du général de Gaulle, où nous sommes dans un modèle complètement différent aujourd'hui. Non, je ne parlerai pas de la posture du président de la République. Ce qui est certain, c'est qu'il a la chance, enfin, il a l'atout incroyable que n'ont pas ses collègues européens, il a l'atout incroyable d'avoir quelque chose qui reste des institutions, c'est-à-dire cette chaîne de décision très courte en matière militaire et diplomatique. Ça, c'est général, ça. Et ça, c'est le legs du général de Gaulle. Et c'est pour ça qu'on a adopté, sous sa présidence, la dissuasion nucléaire tous azimuts. Emmanuel Macron, quelles que soient les qualités ou les défauts qu'on lui prête, il est détenteur, et ça j'ai entendu François Hollande le dire aussi, quand il a dit un jour, je ne sais pas si tout le monde est ou a été ou sera gaulliste, mais tout président de la République a été et ou sera gaullien à un moment donné, parce que le président de la République en France a une capacité de décision dans les crises internationales qu'aucun autre chef d'État, sauf sans doute le président des États-Unis, n'a. Et ça, c'est un legs du général de Gaulle, et ça reste, même si nos institutions, par ailleurs, sont très abîmées. Si on prend un peu de recul, quand François Mitterrand accède au pouvoir en 1981, il est l'opposant historique au général de Gaulle et à ses successeurs. On a l'impression qu'il épouse, François Mitterrand, quelque part les codes du gaullisme dans sa gestion des affaires de l'État. Parce qu'au fond, il est dans les pas du général, et c'est ce sont les institutions de la Ve République qui dépassent les locataires. Son projet politique n'était pas gaulien, parce qu'il a fait la décentralisation d'une manière qui n'était pas conforme. Les privatisations, tout le reste, oui. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout gaulliennes, et même très anti-gaulliennes chez François Mitterrand, mais c'est vrai que par contre, il a adopté, notamment sur le plan international, cette sorte de personnage qui est une grande force de nos institutions. Il l'a montré d'ailleurs dans le soutien qu'il a apporté aux États-Unis, notamment au moment de la crise des euromissiles ou au moment de la première guerre du Golfe. Donc François Mitterrand avait parfaitement compris, parce que c'était un homme de pouvoir, les atouts que présentaient les institutions lorsqu'il s'agissait de prendre position sur le plan international. Vous diriez aujourd'hui, parce que vous êtes un fin connaisseur, je rappelle que vous êtes auteur de Charles de Gaulle, l'angoisse et la grandeur, vous le décrivez d'ailleurs dans votre essai, il y a une forme de sensibilité, de presque de fragilité. Non, c'est pas le cas parce qu'il était capable d'affronter tous les périls, mais il y a une forme de doute peut-être qu'il manifeste. Enfin, même si c'est un homme de décision quand même et de vision. Oui. Il y a des moments où il hésite entre plusieurs hypothèses. Il le dit lui-même. D'ailleurs, il dira il y a plusieurs moments de ma vie où j'ai hésité, j'ai failli partir, etc. Il le dira après mai 68 à propos de Baden-Baden. Donc il lui arrive d'hésiter entre plusieurs partis, mais la différence entre De Gaulle et beaucoup de politiques hésitants, c'est qu'une fois qu'il a pris son parti, il dit, comme il dit lui-même, j'ai pris mes résolutions. C'est pas quelqu'un, et c'est là que le film aussi envoie une image fausse de Gaulle, c'est quelqu'un qui peut douter, qui peut avoir des moments de doute et d'angoisse. Mais c'est quelqu'un qui ne désespère jamais, ni de la France, ni d'une certaine manière du destin de la France. Il y a une différence entre l'angoisse et le désespoir. C'est quelqu'un qui maîtrise son angoisse. Je vais vous poser une question après la pause. C'est maintenant l'heure de la pause. Est-ce que, beaucoup de responsables politiques se réclament aujourd'hui du gaullisme. Il y a eu le parti gaulliste et ses avatars, si je puis dire, ou c'est ce qu'il en reste aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore à vos yeux des héritiers aujourd'hui? Et je vous pose la question, réfléchissez, vous avez le temps. C'est la pause. On se retrouve. Vous nous appelez 0826 300 300. Vous n'hésitez pas pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face,
Jean-François Aquili. Avec Arnaud Tessier, historien, essayiste, auteur de Charles de Gaulle, l'angoisse c'est la grandeur aux éditions Tempus, qui sort en poche, vous m'avez dit, c'est aujourd'hui. C'est demain, jeudi c'est demain. Voilà. Oui, bravo, édition poche, c'est plutôt la preuve du succès. Nous évoquons la bataille de Gaulle, l'âge de fer, le premier volet cinématographique, signé Antonin Baudry, que vous avez critiqué parce que vous trouvez qu'il prend un peu trop de liberté avec la personnalité du général et quelques événements majeurs. Peut-être un premier appel. Nous sommes avec Jean-Paul, que vous appelez de Toulouse. Jean-Paul, vous voulez réagir? Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Jean-François et bonjour à votre Arnaud Tessier. Arnaud Tessier. On ne peut que réagir sur sur De Gaulle, ce qu'a fait De Gaulle, qui était, s'il revenait donc en voyant la France dans l'état où est la France, donc il trouverait qu'on est en déliquescence, en décadence complète. On a besoin d'avoir des gens qui aient une certaine vision, une vision du pays, une vision de comment fonctionne le pays. De Gaulle, si Arnaud Tessier pourra donc apporter des précisions. Avant la Deuxième Guerre mondiale, je crois que De Gaulle avait publié un majuscule sur la guerre future, donc où il préconisait de mettre des divisions, de créer des divisions de blindés. De blindés. Donc voilà, tout le monde lui a rayonné. En Allemagne. On a une communication un peu difficile, on vous entend pas très bien. Vous disiez, Jean-Paul, tout le monde lui a rayonné, c'est ce que vous dites. Tout le monde lui a rayonné, donc, mais sauf les Allemands. Donc, côté allemand, les Allemands sont empressés de créer des divisions de blindés. Donc, on a vu effectivement l'efficacité que ça a eu dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais après, donc, au niveau on a besoin d'avoir effectivement des visionnaires, des gens qui regardent plus loin que la pointe de leur godasse. De Gaulle donc nous a quand même créé le nucléaire civil, le nucléaire militaire. Donc est allé dans l'aéronautique, est allé dans l'espace. Donc il y a eu tout un tas de choses de raisonnement à long terme, alors que nous, effectivement, tous nos politiques depuis 10, 20, 30 ans n'ont que des raisonnements à très très court terme, ce qui fait dire à la plupart des Français que nos politiques sont soit incompétents, soit malhonnêtes, ou les deux généralement. C'est effectivement le raisonnement général du français maintenant sur les politiques, ce qui explique que les gens ne vont plus aux urnes. Mais à l'heure actuelle, des gens qui ont une certaine vision, il n'y en a pas. On a entendu des investissements énormes pour créer des data centers en France, mais des data centers, c'est de la poudre aux yeux. C'est pas ça qui va réindustrialiser la France. L'industrie a été démolie, complètement démolie, et on continue de démolir effectivement ce qui reste. Jean-Paul, je vais faire réagir Arnaud Tessier. Je l'ai vu acquiescer à certains de vos propos. Vous disiez à l'instant, effectivement, un homme qui avait des visions de long terme. Arnaud Tessier, je pense que vous partagez ce point de vue. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est frappant de voir déjà dans les débats autour de l'élection présidentielle que cette dimension est oubliée. L'élection présidentielle, on ne choisit pas un programme politique. Ça, c'est les élections législatives. On choisit un candidat qui propose une vision de long terme, quelqu'un qui va nommer le réel, c'est-à-dire l'état actuel de la société française et des problèmes très graves qui se posent à elle, et puis proposer une voie. C'est ça tout à fait ce que De Gaulle proposait, c'est le sens de l'élection présidentielle. J'entends souvent, j'ai croisé un certain nombre d'hommes politiques dans ma vie, j'entendais toujours, y compris de gens qui se seraient dit plutôt gaulliens, que leur propos c'était d'améliorer la vie quotidienne des Français. C'est vrai que c'est important d'améliorer la vie quotidienne des Français. Mais dans un monde qui est le monde dans lequel nous vivons, j'ai pas besoin de vous le décrire, ne serait-ce que sur le plan international. Sur le plan intérieur, je n'ai pas besoin de vous le décrire non plus. Il ne s'agit plus d'améliorer la vie quotidienne des Français. Il s'agit d'assurer le destin de la France, d'assurer à la France un destin qui soit à la fois sûr et prospère. Oui, absolument. Et là-dessus, je voulais vous poser la question tout à l'heure que ceux qui se réclament du gaullisme, Arnaud Tessier, ils existent vraiment, les héritiers du général de Gaulle. Il y a eu le parti gaulliste officiel, RPR, devenu l'UMP, devenu les Républicains, tout ça change de sobriquet à chaque fois, mais les héritiers sont là. Écoutez, parce que beaucoup réclament, font des bancs de cabris
pour se réclamer du gaullisme. Hein. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un peu un travail à la découpe. On pioche dans ce qui est censé être l'héritage gaulien, telle chose, et puis telle autre. Et puis on laisse de côté le reste. Non, je pense que si on veut se dire gaulien aujourd'hui, je vais pas distribuer des brevets de gaullisme ou d'esprit gaulien, mais si l'on se dit gaulien aujourd'hui, il faut d'abord avoir la conviction d'abord faire un diagnostic courageux sur l'état du pays, mais vraiment courageux sous tous ses aspects. Ensuite, il faut avoir une vision ambitieuse de l'État. Alors souvent à droite, j'entends critiquer l'État, l'excès de normes, l'excès de bureaucratie. Il faudrait voir d'abord d'où viennent les excès de normes et de bureaucratie. Je suis pas sûr qu'ils viennent de l'État. Donc il faut un État fort et dynamique et planificateur. Il faut la volonté d'avoir une société réconciliée avec elle-même, ce qui suppose un État social, certes pas un État obèse, ni un État qui va à volo, mais un État qui prend en charge la cohésion sociale de la société. Et puis il faut un État souverain qui s'exprime comme un État souverain en Europe et dans le monde. Et pour cela, il faut être fort intérieurement. C'était la grande idée de Gaulle. La force du dedans conditionne la force du dehors. Et je pense qu'il y a un travail de réforme intérieure énorme à faire, mais j'insiste beaucoup sur ce côté rôle de l'État et assumer la cohésion sociale du pays. Un discours politique qui fait l'impasse sur ces deux sujets ou qui passe son temps à dénigrer l'État ou à renier les fondements, je dis pas l'État actuel, il y a des défauts bien sûr, il y a des dérives, mais qui renie les fondements de l'État social gaullien ne peut pas se dire gaulien. Le gaullisme social, c'est une expression qui date un peu déjà, certains s'en réclament toujours, Xavier Bertrand et autres, ça prend son sens aujourd'hui ou c'est presque redondant d'ailleurs? Philippe Séguin, que j'ai bien connu, disait mais le gaullisme social, je ne sais pas ce que ça veut dire, il disait le gaullisme est social. Et social. Il est par essence. Voilà, il est par essence. Je tiens à remercier Jean-Paul pour son intervention depuis Toulouse, son regard sur le gaullisme aujourd'hui. Est-ce qu'on peut être gaulliste, Arnaud Tessier, dans une société qui est marquée par c'est la modernité, les réseaux sociaux, la vitesse, l'accélération, l'immédiateté et cette défiance envers les institutions qui existait jadis de son vivant. Hein. Oui, bien sûr. Et les institutions de la 5e, De Gaulle a dû les installer à la force du poignet, si j'ose dire. Il lui a fallu des années. Et puis, il y a quand même eu mai 68 qui a ébranlé les institutions encore toutes neuves. Oui, bien sûr. Mais je pense que la défiance des Français envers les institutions vient du fait que les politiques eux-mêmes, depuis 30 ou 40 ans, se sont écartés de la logique institutionnelle de la Ve République. Et il y a en particulier quelque chose qui est fondamental, c'est que dans l'esprit des institutions et dans la lettre des institutions, le peuple s'exprime par l'élection de ses représentants et par le référendum. Or, depuis 20 ans, on a complètement laissé tomber le référendum. On vous parle tout le temps de démocratie directe, comment rétablir le contact avec le peuple. Il y a des dispositions constitutionnelles très claires que De Gaulle a voulu, et c'est le recours au référendum. Or, il y a 20 ans, le référendum n'a pas donné ce qu'on attendait dans les cercles dirigeants, donc on n'en fait plus. Oui. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Giscard. Le référendum, c'est très bien quand la réponse est oui. Qu'est-ce qui, dans la pensée du général, demeure le plus actuel? Ce sera notre conclusion. Et à l'inverse, qu'est-ce qui appartient définitivement au XXe siècle? D'ailleurs, le général est-il un homme du XXe siècle? Pas du passé, hein, mais d'un siècle révolu. Il est l'homme un peu de tous les siècles. Vous savez, il disait toujours, c'est une blague, il disait ça fait 2000 ans que je me tue à le répéter. Je pense qu'il est un peu de tous les siècles. Ce qui fait l'actualité terrible de ce que disait De Gaulle, c'est que De Gaulle pensait que les démocraties étaient des régimes fragiles, qui évoluaient par nature dans un environnement dangereux, et que les périodes de paix et de prospérité n'étaient que des parenthèses. Et donc il pensait il n'avait pas tort. Mais non, il n'avait pas tort. Quand on voit raison, depuis sa mort, depuis 70. Et il pensait donc une démocratie comme la France, qui était un grand pays, devait avoir des institutions fortes et une armature morale puissante. Et donc, pour se protéger, pour pouvoir être respecté et se protéger dans un monde dangereux. Et donc, pour lui, ce qui était essentiel, c'était d'entretenir les Français, non pas dans une angoisse permanente, mais de leur dire qu'il y avait des raisons d'être angoissés, mais qu'il y avait la volonté aussi de dominer cette angoisse. Aujourd'hui, les peuples sont un peu poussés au désespoir et on ne leur donne plus d'horizon véritable. Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Arnaud Tessier, historien, essayiste. Vous allez vous procurer Charles de Gaulle, l'angoisse et la grandeur, audition Tempus, en poche,
Ça veut dire que vous pouvez l'amener à la campagne, à la plage. Très bonne lecture. Merci à vous. Merci. Pour ce regard réactualisé, si je puis dire, du général de Gaulle. Et bonjour Valérie Expert. Bonjour Jean-François Aquili. Mettez-vous d'accord sur quoi ? Eh bien écoutez, on va commencer avec c'est quoi le problème avec le coup de gueule du docteur Hamon à propos de ces pseudo-thérapeutes qui sont sur Doctolib. Donc il estime qu'il ne devrait y avoir que des médecins sur cette plateforme. Donc on va en parler. Et puis le PSG, toujours la suite des émeutes avec le Premier ministre qui dénonce l'inversion des valeurs qui consiste à incriminer les forces de l'ordre et puis ces condamnations qui n'en sont pas pour beaucoup d'entre nous, à savoir très peu ont été condamnés à de la prison ferme malgré des casiers judiciaires longs comme le bras. Voilà. Allez, bonne émission. Merci. Ciao Valérie.